Et ça, ici, on a un patient qui a une cardiopathie dilatée idiopathique et qui a un mécanisme combiné. L'anneau mitral est dilaté, il y a un tenting des deux feuillets, le ventricule est dilaté, et puis également, il y a un asynchronisme qu'on peut évaluer cliniquement. Et je vais vous présenter ce patient-là à la fin pour vous dire comment elle a été traitée, comment elle a évolué. Parce que là, on a un mécanisme combiné. Ici, on le regarde d'une certaine façon, on pense peut-être qu'il faut changer la valve. Si on la regarde d'une autre façon, on veut la resynchroniser. Si on la regarde d'une autre façon, on veut la transplanter. Donc, il y a plusieurs façons de regarder ça. Mais il faut vraiment intégrer tous les mécanismes possibles. On voit bien que ça donne un IM sévère. Donc, quelle est l'utilité de l'ETO dans l'évaluation de l'insuffisance mitrale? Première des choses, c'est rare qu'on utilise l'ETO pour la quantification de l'IM. L'ETT est absolument très bon, l'écho transthoracique, sauf que des fois, on a un jet d'insuffisance mitrale qui est très excentrique, qui colle la paroi et on peut avoir tendance à sous-évaluer l'importance de l'IM. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Coanda, de par un physicien qui s'appelait Coanda. On fait des ETO également parce qu'il y a des mécanismes imprécis. Le flail est souvent suspecté parce qu'il y a un effet Coanda, parce que l'IM est très excentrique, mais des fois, on ne le voit pas à l'écho transthoracique. C'est même assez fréquent qu'on ne le voit pas. Donc, l'ETO peut être intéressant pour ça. Des fois, il y a des mécanismes imprécis. Effectivement, on finit par un diagnostic d'IM de mécanisme imprécis, puis finalement, on voit que la valve est très remaniée à son tiers distal, très calcifiée, et ça nous permet de comprendre que c'est un défaut de coaptation à cause d'une valve très remaniée. Puis également, comme vous le savez, l'endocardite peut donner des IM par destruction valvulaire, par défaut de coaptation, par des végétations qui vont être au tiers distal, et on sait que les végétations de moins de 5 mm sont souvent manquées par l'ETT. Donc, l'ETO est utile dans ce contexte-là. Donc, la classification de Carpentier, elle est extrêmement importante, il faut la connaître, mais elle est imparfaite. Elle est imparfaite parce qu'elle fait abstraction de l'IM dégénérative calcifiée sénile. Elle ne parle pas du tout de l'asynchronisme et n'est pas parlante non plus sur les mécanismes combinés. Quatrième question. Je rappelle que j'ai 9 questions, donc je pense qu'on avance à un bon rythme. Quand doit-on opérer l'IM organique chronique? Je suis bloqué. Excuse-moi. C'est beau? Je ne sais pas si tu veux essayer. OK, on se replace. Donc, OK. Quand doit-on opérer l'IM organique? Donc, l'IM organique, la plupart du temps, c'est quoi? C'est un prolapsus, donc une valve myxomateuse. Quand je pose la question à mes résidents, c'est quoi une valve myxomateuse? Ils disent, c'est une valve qui prolapse. Ouais, c'est souvent. Et puis, c'est une valve, la définition d'un prolapse, ils me disent, c'est une valve myxomateuse qui prolapse de 2 mm derrière le plan de l'anneau en restant dans la longue axe. Et il faut que la valve soit supérieure à 5 mm. Et c'est là que ça m'agace un peu parce que dans la plupart des valves myxomateuses que vous voyez, qui ont même des IM sévères, la plupart du temps, la valve ne mesure pas 5 mm. Et quand on regarde, il y a quand même 6 études ici qui disent que ce qui prédit l'IM, ce qui prédit l'endocardite, c'est l'épaississement de la valve. OK? Il faut savoir que ces études-là, tous autant qu'ils sont, ont utilisé effectivement le critère de 5 mm, mais ont utilisé un autre critère qui est parti dans la littérature, qui s'appelle la redondance, qui est très qualitative. On dit qu'une valve est redondante, et on dit qu'elle mesure 5 mm, mais tout ce qu'on retient, après ça, dans les consensus, d'ailleurs, ça c'est le consensus, on dit 5 mm. Donc, la qualité d'être redondante n'est pas quantifiée. Donc, j'ai décidé, dans les 2 dernières années, de regarder tous les patients avec prolapsus d'une façon consécutive dans mon milieu, et j'ai mesuré l'épaisseur des feuillets, en systole, en diastole. C'est extrêmement long, extrêmement ardu. Mais j'ai également décidé de quantifier la redondance. On quantifie comment la redondance? On mesure la surface de prolapse, la profondeur du prolapse, la distance de non-coaptation. Donc, c'est des façons objectives de mesurer la redondance. Et ce qu'on se rend compte, première des choses, j'ai accumulé 38 patients qui avaient des IM soit légères ou soit modérées à sévères. Et on se rend compte que les critères de redondance, qui sont ici le billowing area, le prolapsing depth et puis la distance de non-coaptation, étaient différentes entre les deux groupes. Que par ailleurs, l'épaisseur entre les feuillets était tout à fait similaire, la diastolic thickness tout à fait similaire. Si on regarde maintenant la corrélation entre l'ERO et les critères de valve redondante, on voit que, par exemple, la distance de prolapse corrèle très bien avec l'ERO.
Le billowing area corrèle très bien avec le héros. L'épaisseur de la valve ne corrèle pas du tout avec le héros. Donc, c'est une mise au point que je voulais faire. C'est pour moi le critère de 5 mm. Ça n'a, à mon avis, aucune importance parce qu'on a oublié dans les autres études de quantifier la redondance, qui est, à mon avis, vraiment le critère le plus important. Donc, si on regarde le consensus dit qu'un patient devrait bénéficier d'une chirurgie s'il est symptomatique, donc une classe fonctionnelle 2, 3 ou 4. Donc, si le patient est symptomatique en présence d'une absence de dysfonction sévère. Donc, ça fait du sens. Le patient a une bonne fraction d'éjection, il n'est pas dilaté, mais il est symptomatique. Ça fait du sens d'opérer ce patient-là. Tout le monde s'entend là-dessus. Donc, sur quoi est basée cette donnée-là? Essentiellement, c'est une grosse étude encore de Serrano, près de 500 patients. La plupart des patients avaient effectivement une IM organique par un prolapsus, mais il y avait quand même 27 des patients qui avaient une maladie coronarienne. Et puis, ce qu'on remarque, que première des choses, c'est des patients avec des fractions d'éjection conservées. Qu'on soit dans la classe de patients symptomatiques 1, 2 ou 3, 4, la fraction d'éjection tout à fait similaire, la dimension ventriculaire tout à fait similaire. L'âge des patients qui était différent chez les patients avec classe fonctionnelle altérée et également plus de fibrillation auriculaire. Ce qu'on se rend compte, même en présence d'une fraction d'éjection préservée, même en présence d'un VG peu dilaté, la présence d'une classe fonctionnelle altérée nous démontre à 10 ans une mortalité d'environ 50 %. Donc, c'était extrêmement impressionnant. Donc, probablement que notre évaluation de la fraction d'éjection par méthode usuelle n'est pas fine et probablement que ces patients-là ont déjà une dysfonction. C'est probablement une des hypothèses, à tout le moins, qui explique pourquoi les patients évoluent moins bien. De la même façon, si on regarde la survie avec fraction d'éjection préservée et fraction d'éjection non préservée, l'avantage est toujours pour les patients avec une classe fonctionnelle relativement préservée à 1 ou à 2. En conclusion, la sévérité des symptômes préopératoires influence le pronostic opératoire. Le patient avec IM organique se doit d'être opéré dès l'apparition de symptômes. Bon, c'est qui ces patients-là qui ont une IM organique, qui sont symptomatiques? C'est une minorité des patients, c'est une majorité des patients? C'est une majorité des patients. Les patients qui ont une IM organique, qui sont symptomatiques, c'est 2/3 des patients que vous voyez dans la pratique de tous les jours. Donc ça, c'est important de le comprendre quand on va faire l'opposition avec les patients qui ont des IM sévères, qui sont asymptomatiques. On est beaucoup plus symptomatique d'une IM que d'une IA par ailleurs. Donc pourquoi l'IM chronique est-elle moins bien tolérée que l'IA chronique? Bon, parce qu'en état chronique, les pressions de remplissage sont souvent plus élevées chez le patient avec IM chronique. Donc ça, c'est une vraie réalité. Pourquoi les pressions de remplissage sont plus élevées dans l'IM chronique que dans l'IA chronique? Parce que les mécanismes compensateurs dans l'IM sont souvent plus efficaces dans l'IA que dans l'IM. Mais quels sont ces mécanismes compensateurs? Pour l'IM, c'est davantage la compliance auriculaire, la dilatation de l'oreillette. Il n'est pas rare de voir des patients asymptomatiques avec des IM sévères parce que l'oreillette est énorme et puis il n'y a pas une répercussion d'emblée sur les veines pulmonaires, il n'y a pas de répercussion d'emblée sur le réseau pulmonaire tant qu'aux pressions pulmonaires. L'hypertrophie et la dilatation est davantage un mécanisme compensateur chez le patient avec IA que le patient avec IM. Donc, on regarde encore le consensus. La chirurgie est bénéfique chez le patient asymptomatique qui a une dysfonction, une fraction d'éjection en bas de 60, mais supérieure à 30. Donc, je vais vous donner des résultats d'une étude préliminaire que je viens de terminer. Malheureusement, je n'ai pas les tableaux, mais je vais quand même vous donner les résultats. Donc, qui sont ces patients qui sont asymptomatiques ou symptomatiques avec fraction d'éjection altérée. Donc, j'ai pris, sur une période de 5 ans, tous les patients avec des IM organiques qui ont été opérés. C'est sans maladie coronarienne. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas avec des chiffres de 400 patients, c'est parce qu'il n'y a aucune maladie coronarienne, c'est des patients purs. Donc, j'ai 85 patients, un âge moyen de 65 ans. Donc, les patients ont des IM sévères, ils ont été opérés. 80 des IM par prolapsus, 20 ont des IM dégénératives. Les IM dégénératives, c'est quoi? C'est des patients avec des feuillets épaissis. Donc, c'est une entité qui existe vraiment. 32 des patients avaient une fraction d'éjection en bas de 60. Okay. Donc, on a dit que les patients qui étaient symptomatiques, c'est 60 de nos patients. Que les patients avec fraction d'éjection en bas de 60, c'est environ 32 des patients. Et les patients avec fraction d'éjection sévère, c'est environ 15 des patients. Tantôt, je vais faire un tableau qui va vous placer tout ça dans votre tête.
Donc, ce que j'ai, si je veux reculer, je pèse sur le rouge. Oui. Dans cette étude-là, ce qu'on a démontré finalement, et les résultats vont sortir prochainement, c'est que quand on a une fraction d'éjection en haut de 60 en post-opératoire, on va se retrouver très probablement avec une fraction d'éjection en haut de 60 en post-opératoire. Si vous faites opérer votre patient avec une fraction d'éjection en bas de 60, il ne va jamais atteindre, il va très, très rarement atteindre le même chiffre en post-opératoire. Vous avez 35 en post-opératoire, à distance, à 1 an, le patient ne peut pas espérer mieux que 35. Et la fraction d'éjection va baisser de 10 à 15 dans la première semaine et réaugmenter. Et le remodeling ventriculaire prend jusqu'à 1 an, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec l'IA, par exemple, où est-ce que c'est excessivement rapide. Le 2/3 du remodeling se fait dans la première semaine. Dans l'IM organique, ça se fait sur 1 an, prépondérant dans la première semaine quand même. Donc, un papier encore par Sarano qui regarde les prédicteurs de survie chez les patients avec IM organique, 409 patients, et il nous dit encore que le patient qui a une fraction d'éjection altérée a encore un mauvais pronostic. Donc, c'est encore une autre donnée qui nous suggère que le patient doit être opéré rapidement avant que la fraction d'éjection soit en bas de 60. Ici, on regarde essentiellement les patients classe 3, classe 4 sans maladie coronarienne. Dans ce groupe-là, on se rend compte que le fait d'être symptomatique augmente de 4 fois la mortalité, même si notre fraction d'éjection est entre 50 et 60. Donc, se faire opérer un patient qui a une fraction d'éjection à 55, pour dire quelque chose, s'il est symptomatique 3 et 4, c'est déjà penser que notre patient a des risques de mortalité beaucoup plus élevés dans la survie à 5 ans. Ça, c'est des résultats qui sont tout à fait similaires aux nôtres que je tenais à vous présenter, où est-ce qu'on inclut près de 1000 patients qui ont été opérés pour des IM organiques, des patients avec des fractions d'éjection assez conservées. Et c'est pour vous démontrer le remodeling, comment il se fait. On voit que le remodeling, on va regarder la fraction d'éjection ici, complètement à votre gauche. On voit que dans la première semaine, la fraction d'éjection baisse dans cette étude-là d'environ 8 %. Dans les études, c'est entre 10 et 15 %. Donc, il faut s'habituer à ça. La diastole diminue d'environ 8 à 10 mm la première semaine et la systole reste assez similaire. Et on est capable de voir que le remodeling se continue sur au moins 1 an. La faiblesse de l'ensemble des études sur l'IM, tant qu'au remodeling, c'est qu'il y a peu de patients qui sont suivis à 1 an. Souvent, il y a des échos préopératoires, post-opératoires, ou juste à 1 an, mais il n'y a pas d'écho à 6 mois ou à 1 an, ou même à un plus grand temps.